Merci beaucoup d'être venu pour accueillir Jean-Marc Rochette qui a signé ce manifeste pour peindre le bleu du ciel tout récemment. Voilà. Alors ce manifeste, comme d'autres livres qu'on a chez nous, c'est en fait le fruit d'une collaboration, d'une riche collaboration même, entre Guérin-Paulsen, la maison d'édition, et la FACIM, la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne. Voilà, représentée par Anne de la Fontaine ce soir. Et avant cet ouvrage-ci, avant qu'on y revienne, c'est l'occasion de vous dire qu'il y a eu d'autres de ces coéditions chaque année. En fait, il y en a une, voilà, on y reviendra. L'illusion poétique d'Ananda Devi, Traversée de Marie-Hélène Lafont, Géographie des nuages de Hubert Haddad, Une langue pour abri de Georges Arthur Goldschmidt, enfin voilà, de nombreuses coéditions. Et à chaque fois, ça donne un petit livre bleu comme ça, qui vient se glisser parmi les livres rouges de chez Guérin. Alors, puisque Anne est là et que Anne est la coordinatrice de la vie littéraire de la FACIM, peut-être qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur cette fondation et sur le versant littéraire de cette fondation, justement. Merci Émilie. Bonjour à tous. Vous m'entendez? J'ai une petite voix qui ne porte pas beaucoup, donc n'hésitez pas à me faire signe si elle se met à diminuer. Donc oui, la Fondation FACIM a une quarantaine d'années maintenant. Elle est basée en Savoie et elle couvre la Savoie pour ce qui est de la valorisation du patrimoine et la Savoie et la Haute-Savoie pour développer des projets littéraires. Et notamment, depuis 20 ans, elle organise les rencontres littéraires en Pays de Savoie. Et cette année, ces rencontres littéraires, vous pourrez venir vous servir, auront lieu, elles ont été déplacées en raison du Covid, au mois de septembre. Et Jean-Marc est notre invité d'honneur, invité vedette, et notre invité en tout cas. Et donc chaque année, depuis maintenant 9 éditions, à l'occasion des rencontres littéraires, en amont de cet événement, la Fondation FACIM invite un auteur qui va être aux rencontres littéraires à produire un inédit. Donc on avait passé commande à Marie-Hélène Lafont il y a quelques années, à Maëlys Descorangal également, qui était venue ici en 2014. Et puis voilà, la collection s'enrichit au fil des ans. Et cette année, je laisserai Émilie rentrer dans le détail, mais c'est donc à Jean-Marc que nous avons fait la demande d'intégrer la collection Paysage écrit. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps pour parler de la fondation. J'ai laissé place à Jean-Marc, c'est lui que vous êtes venu écouter. Je suis là après la rencontre. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces rencontres littéraires, vous pouvez en tout cas retrouver notre programme papier ici, mais également sur notre site internet. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Bonne rencontre. Cette année, la FACIM a eu la bonne idée d'accueillir Jean-Marc Rochette dans son bouquet de petits livres bleus, là. Et donc Jean-Marc Rochette, qui est un artiste peintre, dessinateur et auteur, hein, notamment d'Edmond le Cochon, du Transperce-Neige, d'Elfroide, bien sûr, du Loup aussi. Alors Jean-Marc, on vous présente souvent en mentionnant votre talent, aussi une légère tendance anarchiste et votre potager dans l'Oisans. C'est souvent ça qui revient quand on fait des recherches. L'Oisans dont vous arrivez, hein, où la montagne est encore un peu plus sauvage. Donc vous dessinez, vous peignez, et entre deux peintures, deux histoires, vous vous entretenez aussi, en tout cas vous vous êtes entretenu à un moment avec Fabrice Gabriel, qui est donc le président de la FACIM, le directeur de la FACIM, dont vient de nous parler Anne, et qui est également écrivain. Alors avant de passer au texte, à des extraits du texte, on aimerait bien savoir comment s'est passée votre rencontre avec Fabrice Gabriel, berlinoise je crois. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment en êtes-vous venu à avoir ce projet commun? Moi j'ai habité de 2009 pendant une dizaine d'années à Berlin.
Et je devais faire une exposition à Dresde. Et puis finalement, elle ne s'est pas faite. On m'a demandé de la faire à Berlin, dans l'Institut français de Berlin. Et lui, il était. En fait, c'était pas lui à l'époque, c'était le président de cet institut, c'était quelqu'un d'autre. Puis ça a changé. Finalement, c'est lui. Donc il est venu me voir à mon atelier, à la Seestrasse. Et au départ, c'était plutôt pour faire des expositions sur la bande dessinée. Et puis, mais à l'époque, je faisais beaucoup de peinture là-bas. Donc il est rentré dans mon atelier et il a vu les toiles, notamment des grandes toiles. Je faisais des grandes huiles de 2 mètres, 2 mètres 50. Et donc on est parti à discuter de peinture tous les deux. On avait des points communs, des goûts communs, notamment Fautrier, parce que je crois qu'il a écrit quelque chose sur Fautrier, qui est un peintre français, qui a travaillé, d'ailleurs, qui a été moniteur de ski vers Val-Louise, ouais, et que je connaissais de famille, en fait, par ma mère. Donc on a eu toute une discussion sur la peinture de Fautrier, qui était un des derniers peintres, disons, français, un peu connu à l'international. Après, il y en a eu d'autres, mais enfin, à l'époque, c'était important. Et puis là-dessus, on a discuté. On a fait une exposition donc dans cet institut de Kudam à Berlin. Et puis après, lui, il est parti. Moi, je suis parti de Berlin, en fait. D'accord. Et lui, et puis on s'est perdu de vue, quoi. Et puis après, il m'a appelé. C'était très. C'est quand? C'était il y a. Oui, c'était à l'automne, oui, tout à fait, pour faire un livre. Ça m'a surpris, mais bien intéressé dans une discussion, en fait, plutôt sur la peinture d'ailleurs. Et puis ça s'est fait à une vitesse incroyable, puisque ça s'est fait, on en a parlé, je crois, quand c'était juste avant le début du confinement, donc en mars, je pense, il est venu me voir en mars, et le livre sortait en juin, ce qui est quand même assez rapide, c'est pas si courant. Pareil, on doit faire un film, il s'est fait un film d'ailleurs pour une chaîne voyage dans la vallée du Vénéon, c'est pareil, ils m'ont appelé juste avant le confinement. Et le film a été tourné, il est quasiment monté, et donc c'est pareil, c'était un film qui s'est monté très vite, quoi. Dans les deux projets qui auraient dû être complètement coupés par cette histoire-là, et qui en fait ont été pratiquement accélérés, quoi. D'accord. Voilà. En lien avec la FACIM, ce film, ou tout à fait? Non, c'est en lien avec la montagne en tout cas, et c'est surtout les dessinateurs de bande dessinée dans leur lieu, quoi. Donc il y a quelques, et notamment moi, donc là on a eu le temps, on a fait 15 jours de tournage, et voilà. Très bien. Formidable. Alors, vous avez dit, je crois, que ce que vous aviez en tête quand vous avez fait ces entretiens avec Fabrice Gabriel, c'était le travail qu'avait fait Charles Juliet avec Samuel Beckett. Enfin, en tout cas, ça a été évoqué. Absolument, oui. Charles Juliet qui a donc interviewé, entre guillemets, Samuel Beckett, et ça a abouti à plutôt Brand Van Velt, hein. Et Brand Van Velt? Oui, c'était surtout le rapport d'un écrivain et d'un peintre qui était Brand Van Velt. Il l'a refait aussi avec Beckett, mais moi je parlais surtout de Brand Van Velt. C'est celui de Brand Van Velt. Ouais, parce que c'était deux approches, une approche littéraire et puis une approche très, très picturale. Donc je trouvais ça intéressant. Puis c'est petit livre, enfin ça m'a parlé. Ouais. Et alors, donc, ce qu'il en dit, Charles Juliet, de ses entretiens, alors je ne sais pas si c'est avec Beckett, avec Van der Helst, c'est qu'il se passait dans un silence tel qu'il pourrait quasiment se solidifier. Alors, comment ça s'est passé avec Fabrice Gabriel? Est-ce que c'était silencieux? Comment ça se passait concrètement? Mais moi, je suis bavard. Tandis que Brand Van Velt, il parlait pas très peu, et Beckett aussi. Donc, non, nous on parlait à bâton rompu. On parlait de et puis surtout, c'était quelqu'un qui guidait très bien la discussion, Fabrice. Et puis surtout, c'est comme Juliet, c'est un écrivain. Donc quand on lit ses livres, c'est pas juste une retranscription d'une interview, c'est quand même une interview revue par un écrivain, à un tel point que je me dis, c'est moi qui ai dit ça. Ah oui? Enfin, c'est sûrement moi, mais je l'ai moins bien dit. Voilà, il l'a mieux formulé que moi, je suis sûr. Mais enfin, le fond y est, mais la formulation est littéraire dans son cas, quoi. Très bien. Justement, je voulais vous soumettre juste un très petit passage, donc sans doute dit par vous et écrit par Fabrice Gabriel. Il parle de votre rencontre, donc dans votre atelier à Berlin. Il dit: ce qui me frappa surtout, c'était une série de tableaux à l'huile de grand format, paysages ou lacs de montagne, à la lisière de l'abstrait, risqués et très beaux, qui me firent immédiatement penser à Jean Fautrier, un peintre sur lequel j'avais écrit quelques années plus tôt un petit essai. Je le dis à Rochette, chez qui j'aimais spontanément ce mélange particulier de gueule et de timidité, un côté à vif, bougon charmeur,
dont j'ignorais alors ce qu'il devait à une certaine identité de montagne. Vous reconnaissez? Oui. Ou c'est des mots Si, c'est vrai, il y a ce côté un peu... Oui, tout à fait, oui. Ouais. Bon, alors, je sais pas si ce serait montagnard, peut-être, mais... Ouais, les montagnards peuvent être un peu timides et puis un peu grande gueule en même temps, quoi. C'est un peu toujours un peu intermédiaire. Enfin, en tout cas, oui, je pense que c'est pas faux, quoi. Et ça a bien fonctionné avec lui. Oui, visiblement, il était un peu plus. Je pense c'est quelqu'un d'un peu plus lissé parce qu'il est un petit discret, peu diplomate et tout ça. Et il fait un métier où il est obligé de faire un peu plus attention. C'est vrai ça a dû l'amuser de voir quelqu'un de plus comme ça, de plus libre. Alors, je me Parole. permets, je m'excuse d'excuser Fabrice Gabriel, qui aurait adoré être avec nous aujourd'hui, mais qui est en congé et à Berlin. Donc, voilà. Il est retourné auprès d'un autre peintre Non, pas du tout. Non, aucune infidélité à Fabrice. Ok. Très bien. Alors, la première plus longue lecture que je vais vous proposer est extraite d'un chapitre qui s'intitule « Mourir à 20 ans ». Je suis mort. J'ai 20 ans. En 1976. Je suis fou d'escalade. Je prends une pierre sur la tête et c'est une souffrance inimaginable. Toutes mes dents sont arrachées. Je deviens d'un seul coup comme un gamin qui aurait fait 14, un blessé de guerre. Je m'aperçois alors très vite qu'on est tout seul. Les gens s'en fichent. La souffrance ne donne aucun droit. On apprend la solitude. Il n'y a aucune compassion. C'est aussi comme une deuxième naissance, mais sans illusion. Et c'est pour cela que j'ai créé Edmond le cochon, un personnage de pur salopard. Avant, j'étais dans le rapport à la beauté, le romantisme de la nature, le rapport à la montagne. Après mon accident, j'invente le personnage le plus ignoble qui soit. Je suis brisée physiquement, symboliquement, absolument. J'étais un jeune homme tourmenté mais plein d'assurance, une sorte de beau gosse des années 70, et le soir même, je deviens un édenté, une gueule cassée, presque un monstre. Dans le monde de la bande dessinée, du fait de mon expérience assez violente de la montagne, je me suis trouvée aussitôt décalée. J'y suis restée un étranger. Personne n'y savait ce que c'était que de risquer sa vie en grimpant. Personne ne connaissait la montagne et les gens que je côtoyais alors me donnaient l'impression de faire semblant. J'ai 20 ans. Et pour moi, ils ne savent pas ce que c'est que la vie ou la mort. Être dans une grande face nord, la beauté extrême de cette chose-là. Je me sens vraiment comme un rescapé, un survivant au milieu de gens qui n'ont pas connu la guerre. Ce qui ne m'empêche pas de commencer à travailler, d'abord pour Actuel grâce à Jean-François Bizot, et à essayer de me faire une place comme dessinateur. J'y réussis d'ailleurs à peu près, mais la vérité c'est que j'étais très malheureux. Je buvais trop, je ne me sentais pas chez moi dans ce milieu, je jouais un jeu un peu artificiel dans une atmosphère générale de cynisme, un monde très parisien. Je ne voudrais pas donner l'impression de trop noircir le tableau rétrospectivement, mais mes relations les plus proches étaient alors des marginaux, d'anciens taulards, des junkies. Je me souviens par exemple d'un certain Zedling qui avait fait de la prison, se droguait et qui en est mort. De tels personnages étaient les seuls qui m'intéressaient vraiment, au fond. Les autres m'ennuyaient, en particulier les dessinateurs de bande dessinée. Et c'est encore un peu le cas. Peut-être cela correspondait-il aussi au goût que j'ai toujours eu dans le domaine de l'art pour la représentation des marginaux, des réprouvés, des prostituées. J'adorais par exemple les portraits que fait Rouault des prostituées, et je continue à les trouver magnifiques. Mes premiers dessins dans Actuel étaient aussi influencés par Topor. Je cherchais quelque chose, et il y avait dans tout cela une certaine noirceur. Alors, on n'est pas au tout début du livre, mais on est quand même dans la première partie, et c'est une entrée un petit peu fracassante, je dirais, dans ce manifeste pour peindre le bleu du ciel, et qui commence là par une certaine noirceur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accident et de cette noirceur qui vous habitait alors, et comment ça a impacté et votre vie et votre art? Disons qu'un accident en montagne, tout le monde, ceux qui l'ont vécu le savent, on est en pleine forme, on est un peu immortel, surtout quand on a 20 ans, et d'un seul coup on se retrouve dans la souffrance la plus complexe, à baigner dans son sang et se retrouver à l'hôpital. Dans mon cas en plus, là je le dis pas mais je le dis dans les froides, il m'a mis à côté d'un type de 30 ans qui allait mourir du cancer de la mâchoire. Donc quand on passe de l'un à l'autre très vite comme ça, on change sa vision indéniablement de l'existence. Puis en plus je me suis aperçu aussi que
la solitude, c'est qu'en fait, tous les compagnons de cordée, il n'y en a pas un qui est venu à l'hôpital. Parce que je pense que à cette époque-là, dans la montagne, c'était un peu comme comment on appelle ça, des trucs de malfaiteurs. On se met ensemble, on fait une voie, mais après, une fois que la voie est faite, donc voilà, donc ça m'a donné une vision assez disons, oui, enfin une vision, je me faisais garder d'illusions sur l'humanité, quoi. J'en avais peu avant, mais là, j'en avais plus du tout. Est-ce que vous pourriez reparler un tout petit peu des circonstances de cet accident C'était dans une école, en fait, une école à côté de Grenoble, et je faisais du solo, parce que c'était à l'époque où on commençait à faire ça. Et j'ai posé un rappel, je suis descendu, et il y a une pierre qui s'est détachée, je me la suis pris en pleine tête, quoi. Donc après, il faut descendre le rappel, il faut se retrouver, il faut descendre, bref, c'est toute une histoire. Je l'ai racontée dans les froides, hein. Elle est quasiment pas... Et après, on s'est retrouvé dans des... Comment on appelle ça, dans des embouteillages à l'entrée de Grenoble. Donc on se retrouve donc c'est assez long et en fait c'est marquant. Et quand je suis sorti de là, c'est vrai qu'il y avait véritablement une rupture. Il y a eu un avant et un après, hein. Dans votre vie et dans votre façon de dessiner, de peindre? Alors oui, parce que en fait je dessinais plutôt pas. J'étais plutôt un dessinateur. Je pense pas que j'étais très très fort. Je faisais plutôt de la grimpe à l'époque. J'avais un petit peu laissé tomber le dessin. Et après cette histoire, très curieusement, j'ai créé donc ce personnage d'Edmond le Cochon, qui est une espèce de, pour ceux qui ont lu, c'est très proche de l'underground américain, Chrome, Frisco Cat, tout ça, c'est des années 60, très proche de la contre-culture américaine. Et le personnage est venu tout de suite et il a eu un succès assez rapide en fait. C'est-à-dire que j'ai bien vu que ma vie n'était pas dans à venir à l'ENSA pour passer le guide, mais il fallait que j'aille dans cette autre direction. Cette pierre, c'était un peu comme un billard, vous voyez, une boule qui en tape une autre et qui l'a fait changer de direction, quoi. Et donc, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai eu une carrière qui a fonctionné assez vite, quoi. D'une manière marginale, parce qu'on était quand même dans des milieux... c'est pas... Enfin, c'est un peu dangereux aussi, hein, ces métiers-là, quoi. D'accord. Edmond le Cochon fait de la montagne ou... Ah oui, si, il a une scène où il grimpe, parce que j'ai grimpé à Ombori-Tondo, pour ceux qui connaissent, c'est des montagnes, des falaises au Niger, ça s'appelle la Man Fatma, et donc j'ai mis ce personnage grimper dans cet endroit-là, c'est des trucs de grès, quoi. C'est pour l'anecdote, quoi. D'accord. Donc il grimpait encore un petit peu, ouais. Il grimpe un petit peu, mais pas. Non, principalement. D'ailleurs, il tombe dans l'histoire. Il est pas, c'est pas Edlinger. Hein. Mais il prend pas une pierre sur la tête. Non, lui, non. Non, quand même. Ça, c'est l'accident, ça. Ouais, non, mais ça, c'est pas le truc que je remuais trop, quand même. Bien sûr. Alors, après ce chapitre, Mourir à 20 ans, il y a un chapitre qui s'appelle Renaître. Ah. Voilà. Ça se fait être optimiste, alors. En tout cas, vous auriez dit: je suis un animal capable de se couper la patte avec les dents s'il faut s'échapper. Je suis donc parti à Berlin par instinct de survie. C'était une renaissance, mais j'y ai également été très mal. En plein hiver, sans lumière, sans connaître personne, c'est tout sauf une ville facile. Je me suis dit: continue. Même si la Seestrasse certains jours en novembre, il faut avouer que c'est particulièrement affreux. C'était comme être dans une face nord, difficile mais salutaire. J'ai peint. Berlin m'a permis de comprendre quelque chose comme l'urgence d'une sortie, la nécessité d'un renouveau. Ce n'est pas pour rien que j'ai peint alors Le Couloir, en 2010, qui s'inspire du couloir rocheux où j'ai failli me tuer autrefois en blessant dans ma chute mon camarade de cordée. Mes crampons lui avaient ouvert le bras. J'ai vu ses chairs arrachées, ses tendons à vif. Je lui ai fait un garrot avec mon t-shirt. C'est donc à Berlin que je suis retournée là-bas, chez moi, dans cette matière de la montagne. Peindre un paysage, peindre un corps, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que dans un corps, il y a une animalité directe, une excitation, un rapport érotique immédiat. Dans la montagne, c'est une excitation mentale. Mais elle est pour moi du même ordre. Il y a un rapport de masse, de courbe, à la fois une violence et une harmonie, en tout cas une très forte érotisation du réel. Une montagne a une logique interne. Si on en enlève une partie, elle est moins belle, c'est mystérieux. Les carrières creusées dans la montagne me font toujours penser à des gueules cassées. C'est une intrusion meurtrière de l'humain dans le paysage. J'essaye en tout cas, quand je la représente, de trouver l'harmonie de la montagne, et cela se joue souvent à très peu de choses, comme dans une escalade.
Avec la peinture, on fait de toute façon la preuve de son regard. Quand on la représente, on essaye de rendre réelle la beauté qu'on éprouve. Et cette mise à l'épreuve garde quelque chose de mystérieux, parfois même de magique. Plus simplement, quand je fais ce que j'appelle un portrait de montagne et que je le montre à des guides comme mes amis dans l'Oisans par exemple, ils sont impressionnés si c'est réussi. Tu as rendu quelque chose, me disent-ils. Il y a là comme une vérité, voire une révélation. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu à partir de ça? On dirait que vous avez peint la montagne pour vous remettre en selle. La montagne... Ouais, donc quand je suis parti à Berlin, je suis parti parce que je voulais... en fait, j'arrivais pas à peindre en France, à Paris, j'ai un blocage, je sais pas d'où il venait, je me suis dit, bah, allons, partons d'ici, quoi. Donc je suis arrivé dans une ville qui effectivement est assez... Moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'en hiver elle est assez rude, et surtout à l'époque j'ai eu une amie qui m'a proposé de faire une exposition très curieusement à Échirolles, c'est dans la banlieue de Grenoble, alors que j'étais plus jamais revenu à Grenoble, quoi. Elle est tombée sur un livre à moi qui s'appelle Himalaya Vaudou, et elle m'avait dit, et donc je devais faire une exposition, et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien faire comme exposition. Et c'est là que j'ai eu cette idée de faire cette journée particulière où je suis tombé dans le Glacilon, enfin dans l'Elfrade. Et donc cette exposition, c'était plutôt tous mes souvenirs de cette journée particulière. Et donc j'ai commencé à développer de la peinture de montagne, alors qu'au départ, c'était pas forcément mon idée, quoi. Et c'est ce concours de circonstances. Et c'est vrai que je me suis retrouvé très à l'aise, oui, c'était mon élément de peindre la montagne, quoi. Je me suis aperçu à quel point c'était mon élément que j'avais oublié pendant 30 ans, parce que entre l'accident que j'ai eu, disons, en 76 et le début des monts 78, et là on est en 2008, hein. Donc ça fait quand même 40 ans, presque. Donc pendant 40 ans, j'ai pratiquement plus mis les pieds en montagne, il faut le savoir, enfin, ou alors comme ça à la marge. Donc traumatisé par cet accident? Traumatisé, puis je suis parti, j'avais quitté Grenoble, il fallait que je revienne ici, c'était tout. En fait, j'avais quitté ce milieu, mais avec dans ma tête toujours cette espèce de... Je savais qu'au fond, j'avais le virus, quoi. C'est resté dans votre tête, puisque Berlin, pour le coup, vous n'aviez pas de montagne sous les yeux. Et voilà, et j'ai dans les yeux. En fait. Dans les yeux, oui, dans les yeux. Et donc, je me suis aperçu, donc on a développé avec Fabrice cette idée de la chair commune, on pourrait dire, du vivant, c'est-à-dire, ou du pas vivant d'ailleurs, comme la montagne, en fait. Ce que les philosophes appellent le chiasme, en fait, c'est la chair du monde. Et c'est vrai que moi, j'arrive à voir un peu ce rapport, un peu des tensions, des pressions, un peu dans tout. Et donc, dans le couloir, effectivement, quand on voit un corps ouvert, on voit bien qu'il fonctionne aussi sur des mécaniques, qui sont des mécaniques tectoniques aussi. Et bon, donc c'est ce tableau qui s'appelle le couloir, c'est en fait cette histoire-là, quoi. Et alors, vous peignez la chair du monde via la montagne, mais vous peignez aussi des corps, un peu moins souvent. C'est complémentaire. Non, si, les corps, c'est plutôt des corps, d'ailleurs, c'est plutôt des nus qui sont aussi le corps nu, c'est comme l'animal, c'est des choses qui sont très proches de la nature. Simple, enfin la nature, et comme je suis très proche de ça, mais par exemple pour l'anecdote du couloir, il s'avère que ça m'a marqué parce que dans Elfrade, il y a une mère qui vient me voir parce qu'un gamin est perdu dans le couloir nord, juste un jour après moi, quoi. Et là, il s'avère qu'on a retrouvé son corps l'année dernière, ou je sais plus quand. Et en fait, quand je vois ce couloir, je pense plus non seulement à cette blessure, mais je pense à ce mariage de ce jeune homme, quoi. Là, pour le coup, c'est deux chairs qui se marient, quoi. Donc c'est un tableau qui est assez curieux, pour moi, que je le regarde avec une forme d'étonnement, quoi. D'autant plus que au départ, j'étais pas parti pour le faire comme ça. Quand je l'ai créé, j'étais vraiment parti pour faire juste le couloir, en fait. Donc j'ai commencé à peindre le couloir et puis ça allait, puis je me disais mais il manque quelque chose, ce tableau il dit rien, quoi, et puis d'un seul coup j'ai rajouté, pour ceux qui le connaissent, cette masse. Oui, il est reproduit, tu l'as... Ici non. Non, mais dans le livre bien sûr. Dans le livre il est reproduit et j'en profite pour vous dire... Ouais, c'est celui-là là. Oui. Voilà. Très connu. Pour dire aux Chamonniards, j'espère que vous êtes nombreux à vivre ici. Et il est là derrière, voilà, exactement. Il est derrière en plus.
Oui, et il est auto, ouais. Tout le mois de septembre, à la médiathèque de Chamonix, il y aura une exposition de Jean-Marc Rochette qui s'appelle Portrait de la montagne. Et donc c'est une sélection des aquarelles, des huiles et de certaines planches de BD qui mettent en valeur la montagne. Donc tout le mois de septembre, vous pouvez à la médiathèque retrouver des Inisora. Exactement. Et donc, après cette exposition et ces dessins de montagne, parce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas fait. À Échirolles, donc. À Échirolles, et puis après, j'ai fait des lacs de montagne, mais qui sont des lacs savoyards d'ailleurs, en fait. Et puis après, il s'est avéré que je suis retourné dans ma vallée et que j'ai trouvé une maison qui était à vendre. C'est toujours pareil, c'est très curieux. Je voulais une grande maison parce que je voulais un lieu pour travailler. Et puis il s'avère qu'il y a un hôtel qui s'est libéré et personne. Et puis je l'ai acheté. Et donc après, je me suis retrouvé. Maintenant, j'habite pratiquement à l'année là. Et là, je suis en train de faire des travaux pour passer l'hiver. Alors ça se trouve, je passerai tout l'hiver là-haut, seul, parce que la route est fermée. Maintenant, vous êtes ancré là-bas. Ah oui, là, je suis vraiment. Vous avez définitivement quitté Berlin. Ah, Berlin, ça c'est sûr, mais j'ai un atelier à Paris, alors pour l'instant j'y allais l'hiver, hein, mais peut-être que j'ai envie de rester en haut. Très bien. Alors, avant qu'on passe vraiment aux documents que je vous ai distribués, là, et aux peintures plus directement, peut-être un dernier passage, extrait d'un chapitre qui s'appelle « Avoir un corbeau sur l'épaule ». En tant que grimpeur, je crois qu'on cherche à retrouver un rapport au monde très ancien. C'est le désir de prendre des risques, et de tels risques redonnent de la valeur à l'existence. J'ai toujours senti en moi un peu de ce danger, celui qu'éprouve le loup de l'Arctique par exemple, sur lequel j'ai vu récemment un documentaire fascinant. J'ai l'impression de partager un peu de son animalité. Quand on gravit un col, on se retrouve d'un seul coup dans un autre monde. On ne vit plus de la même façon, il faut faire des choix. Y a-t-il un risque possible d'avalanche ? Dois-je m'engager ou est-ce trop dangereux ? Ai-je seulement le temps ? Vais-je mourir aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une façon de défier les dieux, mais le fait de poser ainsi physiquement la question de la mort possible, cela me ramène plutôt à la vie, à une espèce de force de vivre qui se retrouve là, pleinement, avec une énergie qui n'existe nulle part ailleurs. Quand on marche en montagne, quelque chose se passe ainsi dans le corps, les frontières se modifient, une expérience d'exosquelette, comme j'ai pu le dire parfois, se réalise. Les limites ne sont plus les mêmes dans notre rapport à l'espace, quelque chose change entre l'être et le dehors, il y a une vraie fusion avec la nature. Qu'est-ce que c'est cet exosquelette ? L'exosquelette, c'est comme les scarabées, quoi. Le squelette est à l'extérieur. Et moi j'ai un rapport un peu particulier avec l'Oisan, mais ici aussi, quand je suis arrivé, que j'ai vu ce Mont Blanc, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement séparés, en tout cas, on le regarde et en fait il fait partie un peu de notre projection mentale, quoi. Et ça me fait ça avec la montagne. Donc quand je suis dans ma vallée et puis je vois l'aiguille du plat de la Selle et tout, j'ai l'impression que ma frontière est pas forcément au niveau de la peau, mais peut-être au niveau de mes yeux, quoi. Donc on peut englober ça. C'est pour ça qu'en montagne, quand les gens le sont pas, et moi quand je marche au bout d'un certain moment, cette espèce d'impression de... Bon, il faut faire attention, il faut quand même... mais cette espèce de capacité à englober ce qui vous entoure, le comprendre, en faire partie, c'est une chose qui esthétiquement, et en plus esthétiquement, je trouve que ça me permet de peindre et d'avoir envie de peindre, oui, c'est ça, l'exosquelette, c'est un squelette plus éloigné que sa propre... Voilà. Et la pratique de la montagne et celle de la peinture, c'est des choses qui sont comparables, mimétiques, ou au contraire différentes et complémentaires ? Ah ben oui, c'est très... Chez plein de gens, ça n'a rien à voir, mais moi, il y a la matière, déjà. C'est-à-dire que en montagne, en alpinisme, et même c'est une chose où on n'est pas extérieur, on rentre dans la nature elle-même. On la touche, par exemple. Il y a un côté tactile. Voilà. On la touche, on peut le casser, on peut s'apercevoir si le rocher est bon, s'il est mauvais, s'il y a du sable. Enfin bon, bref, on est très très tactile. Et la peinture, pour moi, c'est ça aussi. Hein. C'est la peinture, tu travailles avec de la matière quand même.
Donc tu es obligé de comprendre comment ça sèche, comment ça casse, ce qu'on appelle les itérations par exemple. Les itérations c'est la matière qui c'est. Par exemple, si vous mettez du jaune, du bleu et du vert, vous tirez, il y a une espèce d'un truc chaotique comme ça, qu'on voit dans la nature sans arrêt. En montagne, c'est que ça, c'est du chaos esthétique. Et pour moi, la peinture, c'est ça, c'est du chaos esthétique, quoi. C'est contrôlé un peu, et en tout cas visuellement, et puis souvent en peinture, enfin dans ma peinture, c'est quand je la perds qu'elle devient bonne. C'est-à-dire c'est le moment où on a l'impression qu'on va tout rater, que ce soit à l'aquarelle ou à l'huile, c'est pareil. Et en montagne, c'est souvent ça, les pas les plus beaux, c'est quand on pense qu'on est il y a un moment, il y a une espèce de... On n'est pas bien, le clou est loin en dessous, et puis d'un seul coup on passe, finalement il y a une espèce d'instinct qui fait qu'on passe, et d'un seul coup, je trouve que c'est les moments les plus gracieux. Et donc alors en peinture, en montagne ça se voit pas trop, mais en peinture ça peut se voir, on donne des preuves matérielles de ça. Alors, puisqu'on a vraiment commencé à parler plus de peinture, je vous propose de regarder un petit peu ces deux tableaux. Voilà, tout le monde a... Désolée, à nouveau, j'aurais voulu pouvoir projeter ces images et vous offrir de plus belles reproductions, mais vous pourrez vous procurer le livre après et avoir quelque chose de meilleure qualité, bien sûr. Donc, le premier tableau s'appelle Crépuscule au col de la Temple, qui est un endroit merveilleux, je pense qu'on peut le dire. Et le second, Possibilité du ciel. Donc j'ai mis ces deux tableaux l'un en dessous de l'autre, parce que j'aimerais tout de même qu'on parle du ciel, puisque votre texte s'appelle Manifeste pour peindre le bleu du ciel. Alors, comment peint-on le bleu du ciel? Comment le peignez-vous, vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette peinture du bleu du ciel? Là, déjà, c'est un moment particulier, parce que j'ai fait un bivouac au col de la Temple, et il y avait effectivement un ciel... crépusculaire, mais totalement dément, comme on peut trouver par moments en montagne, quoi. C'est-à-dire donc je parle des itérations, et là on en a une en dessous, là typiquement c'est une itération. Donc Possibilité du ciel. Voilà, c'est ça, ouais. Et je regardais ce ciel déchiré avec du rouge, je trouvais que c'était une vraie démence, quoi. Et donc j'ai fait, disons, une aquarelle dite un peu réaliste quand même, malgré tout, enfin bien sûr impressionniste. Et en dessous, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la nature au niveau de sa matière, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, il y a du... En fait, c'était ça, il y avait un bleu sombre derrière, c'était la nuit qui tombait, et devant, il y avait des nuages qui étaient en pleine démence, quoi. Et c'était très beau, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est pas la peine de s'appliquer de trop, il suffit d'essayer de comprendre comment ça marche, et d'essayer de répéter ce que font les nuages sans réflexion, parce que eux ils ont une logique interne. C'est toujours très très beau, c'est carrément, pour moi c'est même plus que beau, c'est même carrément divin. Donc ces nuages qui se laissent aller à leur être, et donc c'est un peu ça l'idée. Donc pour le bleu, alors par contre si on parle plus précisément du bleu du ciel, parce que le bleu des écrins, pour ceux qui connaissent, a une chose très particulière, c'est qu'il est très très puissant, très très bleu. Enfin, et par exemple, souvent les gens pensent que c'est les montagnes qui sont lourdes et le bleu, et c'est le ciel qui est léger, quoi. Alors c'est peut-être vrai partout ailleurs, mais dans la vallée du Vénéon, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que c'est les montagnes qui sont très légères, elles sont gonflées de lumière en fait, et elles sont un brun avec la lumière qui tape dedans. Et par contre le ciel, lui, il est quasiment sombre, un bleu, et cette espèce de ciel appuie sur les montagnes, de tout son poids, quoi. C'est pour ça que vous parlez de bleu couvercle. Voilà, c'est un bleu couvercle, et moi je vois clairement que le poids n'est pas dans les montagnes, mais bien dans le ciel, quoi. Et c'est représenter ce bleu-là, qui est donc évidemment extrêmement lumineux, mais extrêmement pesant en même temps, pesant de son poids métaphysique, on pourrait dire, ou poétique, parce que derrière ce bleu, c'est le noir. Il suffit de regarder le ciel pour voir que le bleu n'est qu'un décor par rapport à un ciel qui, lui, derrière, est totalement noir et pas sur l'infini, quoi. Voilà. Donc vous avez cette espèce de couche de bleu, alors que vous savez que derrière c'est l'infini du rien, enfin du rien,
du vide. Et donc c'est un travail manifeste pour peindre le bleu du ciel, parce que quand j'ai dit ça, c'est joli, mais il faut le faire après. Donc, et pour l'instant, je suis toujours pas réussi. Donc c'est bien, un jour je pense que je ferai un tableau qui sera réussi sur ce sujet-là. Mais il faut donc un bleu profond, très lumineux, bourré de photons, mais en même temps qu'on peut regarder, il fait pas mal aux yeux, par exemple, c'est pas le soleil. Hein. Ça fait un peu penser au noir de Soulage en fait. Vous cherchez le bleu un peu de manière qui... Ouais, sauf que moi je m'inspire clairement de du bleu que je vois, quoi. Je suis pas un démiurge, quoi. J'essaie de représenter ça le mieux que je peux, et c'est très difficile. Donc par exemple ce tableau-là, c'est pareil, enfin cette aquarelle, c'est pareil, c'est un moment pareil au col de la Temple. Et c'était pareil, des nuées, je regardais ça, je me disais, mais et vraiment, il n'y a pratiquement pas c'est pas du tout abstrait, ça. C'est exactement ça, si on le regarde. Vous vous définissez comme un peintre figuratif oui, pleinement. Paysagiste de montagne, avec une petite couche de spiritualité peut-être en plus. D'accord. Sur la montagne. Et alors, peindre le bleu, j'imagine que c'est très différent quand on le fait à l'huile ou quand on le fait à l'aquarelle. Est-ce qu'en termes techniques, disons que l'aquarelle, il faut savoir qu'au niveau technique, il faut savoir que l'aquarelle s'éclaircit de 20% à peu près. Si vous mettez du bleu, si vous pensez que c'est votre bleu, au séchage, il va s'éclairer de 20%. Donc vous allez être déçu, parce que vous aurez perdu 20% de puissance. Donc déjà dans les aquarelles, comme je veux un bleu puissant, je suis obligé de le charger. Donc et il faut que je monte, il faut que ça aille très vite aussi l'aquarelle. On ne revient pas dessus, quoi. Mais ça ne vous décourage pas de continuer à faire de l'aquarelle cependant? Ah non, j'adore ça. Non, mais j'en ai fait là comme je m'étais fait coincer à Paris pendant le confinement, ah oui, je me suis échappé quand même. Mais j'ai pu faire une bonne quinzaine d'aquarelles de montagne, quoi, parce que j'avais des photos, des choses, et je me suis régalé, quoi, en fait. C'était un bon moment, quoi. Et j'ai un peu amélioré mon bleu. Je me suis aperçu que je pouvais faire le monter en gamme encore. C'est essentiellement aquarelle et huile. Hein. Oui. C'est très classique en fait. Hein. C'est de la peinture classique. Et quant à l'huile, alors là l'huile c'est l'inverse, c'est du magma, quoi. On pourrait dire qu'à l'aquarelle on travaille avec de l'eau, c'est le cas de le dire, mais et tandis que la peinture à l'huile, surtout que moi je travaille en pleine pâte, j'ai pas de pleine pâte, c'est que vous prenez l'huile et puis vous travaillez directement dedans, vous ne faites pas de glacis, et donc là ça demande une espèce, c'est comme de la lave en fait qui va se figer à un moment. C'est assez physique par contre, il faut être assez, sur des grands formats, il faut être assez en forme parce qu'il y a du poids quand même, et puis surtout je travaille au sol et debout, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir les deux rapports, c'est pas des toiles, j'accroche. C'est un peu physique quand même. Vous avez un grand atelier dans votre maison du voisin? Ah là, oui, alors là j'aurai un grand atelier. Pour l'instant, on est en train de le faire là, mais j'aurai un bel atelier qui donne directement sur la Maillaire d'Ibona, pour ceux qui connaissent, en face nord-est des zones de neige là. Donc quand je ouvre la fenêtre, boum badaboum, ça me rappelle si j'avais des velléités de me prendre au sérieux. Et vous continuez votre quête du bleu à cet endroit-là. Oui, je pense, oui. Alors, si on regarde d'autres peintures, si vous voulez bien tourner, regarder de l'autre côté. Donc, vous disiez que vous définissiez vraiment comme un peintre figuratif, parce qu'à nouveau, là, c'est vraiment inspiré de paysages réels et on peut les reconnaître. Voilà. À Contray. Est-ce que vous pouvez quand même peut-être nous parler un peu des influences, vous parler d'influences de la peinture chinoise, par exemple, de choses comme ça, et puis comment vous en êtes arrivé à peindre ces deux... L'influence chez moi, j'ai une filiation qui est très claire, hein. J'ai une filiation qui a à voir avec l'impressionnisme, hein, parce qu'il y a des monnaies qui sont très très abstraits. Après Soutine, chez moi c'est mon maître. Vous pouvez nous rappeler qui est Soutine peut-être? Chaim Soutine, c'est un peintre russe pour qui j'ai une admiration sans borne, un type qui est parti de son pays, quasiment à pied, pour venir peindre à Paris, qui a supporté la misère la plus complète et qui est devenu un immense peintre, et qui malheureusement est mort, il était juif, il est mort en 1945 dans les circonstances qu'on connaît. Donc c'est un immense peintre, un peintre qui a dépassé,
qui a dépassé son statut, je pense, ses origines. Il est devenu peintre avant d'être tout, quoi. Pour moi, c'est un peintre pour qui je pourrais parler pendant des heures. Après, il y en a d'autres, il y a De Kooning, il y a toute une école américaine. C'est souvent des peintres qui travaillent la matière en pleine pâte, donc je vous dis, avec beaucoup de risques, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Et donc, pour revenir à ce tableau, le tableau, là, celui du haut, il est très grand, il fait 2,50 m. Il faut voir que c'est un tableau qui est immense. Quoi. Il s'appelle Automne à Tegelsee. Hein. Voilà, parce que c'était des automnes très, très rouges, enfin, moins que ça quand même. Et au départ, j'ai commencé sur un tableau qui était relativement réaliste, c'est-à-dire, on pourrait dire, on voyait bien qu'au fond, c'était des arbres, et puis les reflets des arbres dans le lac, avec le ciel qu'on voit en haut. Et trop réaliste, je trouvais qu'il m'ennuyait ce tableau, c'est-à-dire... et puis d'un seul coup, je suis parti, comme je vous ai dit, dans cette espèce de combat. C'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, bon, maintenant, il faut qu'il me dise quelque chose. Et c'est la résultante d'une espèce de combat qui a duré peut-être une semaine. Et il y a un moment, ce tableau, je le trouve fini, quoi. Je trouve qu'il a une cohérence, comme il peut avoir une cohérence... d'un paysage naturel. Quand je vois ce tableau, j'ai pas envie de toucher un morceau du tableau, quoi. Ça, il me convient, quoi. Et bon, là on le voit pas, mais évidemment si vous êtes devant, il y a une matière qui serait puissante. Là c'est tout écrasé, mais. On dirait quand même qu'on reconnaît un couteau presque en haut, mais non, vous ne travaillez pas avec le couteau. Si, je travaille des spatules en fait. Je travaille des spatules de type qui font les murs là. Des truelles, ouais, une spatule, parce qu'une truelle c'est plutôt pour comme ça, c'est des spatules, des grandes spatules plates, elles sont très souples en fait, c'est des instruments qui sont très beaux. Et des chiffons en fait. Pratiquement pas au pinceau, parce que le pinceau avec cette masse de matière, il est tout de suite rempli d'huile et c'est pratiquement plus le laver, quoi. Donc tandis qu'avec les chiffons ça se jette, hein. Vous pouvez prendre du chiffon. Bon, il faut des gants un peu, des gants Mappa quand même, parce que c'est quand même assez. Faut pas avoir peur de se salir les mains quand même. Il faut être armé pour le combat. Donc. Oui, il faut être un peu armé pour le combat. Oui. C'est au point que ça c'est mon dernier. Et je pense que ça m'avait tellement secoué physiquement de faire ce tableau que depuis j'en ai pas fait d'autres. Donc il doit dater de 2013 peut-être. Donc ça fait un moment que j'ai pas refait ce grand tableau là. Mais donc puisque vous me posez la question, je vais faire mon atelier en haut mais ils seront moins grands parce que ça ne pourra pas descendre par l'escalier. Donc je ferai des tableaux qui seront plus petits. À mon avis, ils feront des tableaux de 1,50 m, pas des tableaux de 2,50 m. D'accord. Et l'autre en dessous, ça, alors curieusement, c'est un tout petit tableau par contre. Au niveau du format, il n'est pas plus grand que celui-là. Et il s'appelle aussi Automne à Tegelsee. C'est le même endroit, ouais. D'accord. C'est le même endroit et en fait, pour vous décrire ce que c'est le trait qu'on voit en bas là. En fait, c'est un chemin qui est dans un parc en fait. Et devant, en dessus de ce chemin, en fait, c'est des arbres qui sont en train qui sont à l'automne et qui sont en train de devenir jaunes et rouges, quoi. Et à gauche, c'est le ciel, quoi. Donc c'est un tableau qui est assez proche de la réalité, sauf qu'il est réinterprété par un acte pictural, on va dire. Ouais. Et le bleu du ciel est très pâle ici. On est à Berlin là. Voilà, on est à Berlin, donc c'est pas la densité ce ciel-là, le ciel n'est pas toujours. Là, ce fameux ciel dont on parle des montagnes, il est quand même très spécifique à l'été ou à la haute altitude. Et si je connais pas bien, je pense que ça doit être pareil, mais dans l'Oisans, il y a des moments. Là, on est à Berlin et on est à l'automne, donc a priori, oui, c'est pas le même bleu, hein, c'est pas le même travail. Le bleu du ciel en montagne, ça intrigue parce que Saussure, il a fait des expériences. Enfin, quand il est monté au sommet du Mont Blanc pour la première fois, c'était aussi pour faire ses expériences avec son cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel. Ah voilà, ouais. La première ascension du Mont Blanc, c'était déjà, entre autres, pour mesurer le bleu du ciel. C'est intéressant. Ouais. Et puis, je crois que c'est Hume. Je sais pas, c'est une amie qui m'a parlé de ça, mais je ne l'ai pas lu, un philosophe qui parlait aussi du rapport, qu'est-ce que le bleu du ciel, qu'est-ce qu'on projette sur ça, la façon dont on le voit, comment les gens le voient, ce rapport entre le ressenti et le réel, etc. C'est un sujet pratiquement philosophique, comment on voit le bleu. Il y a des gens qui d'ailleurs qui ne le voient pas. Hein. Oui, comment savoir si on voit le même d'ailleurs? Ouais. Non, mais qui ne le voient pas du tout. Je pense qu'il y en a qui ne le regardent pas. Quoi. Ah oui, ouais. Dans ce sens-là. Ah, oui. Bien. Alors, pour juste finir,
une toute dernière citation, là, c'est pas une longue lecture, c'est une phrase que vous dites dans ce chapitre qui s'appelle « Rendre la beauté du monde ». Vous dites « Les glaciers fondent, mais la beauté de la montagne est éternelle ». Alors pour parler un petit peu d'écologie aussi, puisque ça fait partie des thématiques, je pense, qui traversent votre œuvre, est-ce que c'est cette conviction-là que la montagne est éternelle qui fait de vous un écologiste joyeux, hein? Je crois que c'est comme ça. Cette phrase, elle a une histoire, c'est que c'est les guides de Oisan-Écrin, donc c'est une compagnie des guides comme ici, mais qui voulait faire une carte de vœux cette année-là. Et ils ont choisi, bien sûr, ils ont choisi cette image-là, quoi. Celle du bandeau. C'est du Bordeaux, ouais. Et ils voulaient une phrase en plus, et c'est eux qui m'ont dit, mais tu pourrais pas nous dire, enfin nous écrire quelque chose sur le fait que, en fait, il l'a pas formulé comme ça, mais c'est ça qu'ils voulaient dire, c'est-à-dire, ok, la montagne fond, mais il n'empêche que la montagne est toujours belle. Enfin, il y avait un côté appel pratiquement à la clientèle, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on vous dit que les glaciers fondent que c'est plus la peine de plus aller en montagne. Bon, ici ça fond, mais ça fond plus chez nous, hein. Dans le sud, il y a vraiment des endroits où il y a des endroits où ça disparaît littéralement, quoi. Pourtant à Chamonix on parle beaucoup du glacier des Bossons quand même. Oui, mais il est toujours là. Tandis que nous, il n'y en a plus des fois, il y a des endroits où il n'y a plus de glaciers, du quoi. glacier carré. Le glacier carré est quasiment disparu, enfin là c'est plutôt un névé, mais il y a des couloirs comme le couloir du diable, qui est un des très beaux couloirs qui a disparu entièrement. Enfin bon, et donc j'ai trouvé cette phrase, effectivement, les glaciers fondent, mais la beauté des montagnes sont éternelles. Et ce qui est vrai d'ailleurs, c'est indéniablement. Quand vous allez dans le Haut-Gard, il n'y a pas de glacier, et pourtant le Haut-Gard, comme dirait Bernoza, c'est un des endroits les plus beaux sur Terre, les montagnes sont sublimes. Donc c'était pour dire, oui, ça c'est un optimisme. J'aimerais bien que les glaciers restent dans l'Oisan, notamment le glacier de la Pilate, parce que c'est lui qui me procure de l'eau, puisque le Vénéon vient de lui, donc s'il n'y a plus d'eau, par contre ça sera peut-être très beau, mais, mais par contre j'aurais du mal à faire pousser mes pommes de terre. Et si on parle un peu plus de cette thématique environnementale, parce que vous avez écrit Le Loup par exemple, qui touche un peu à ça aussi, ça vous tient à cœur? C'est un combat aussi pour Le vous, loup. Alors là, le loup. c'est plus cette biodiversité. Mais non, mais surtout le loup, c'est un livre qui a été fait d'une manière très curieuse parce que j'étais chez moi et il y a un berger qui est venu, il avait eu une attaque une énorme attaque au Blanchâtra, et donc il m'a décrit ce que c'était, parce que c'était la première fois avec lui, ça faisait 40 ans qu'il était là dans sa vallée, il n'avait jamais eu de loup, puis là il y a un loup qui est arrivé, ou des loups, et qui ont fait un carton, quoi. Et il m'a raconté, j'ai vu la détresse chez cet homme, c'est indéniable, quoi. Et il m'a raconté ce que c'était, les animaux agonisants, tout ça. Bon, moi qui suis plutôt pro-loup, comme ça on va dire, mais là je recevais quelque chose de très fort, quoi. Et ça m'a donné envie d'écrire une histoire, et l'histoire est sortie très très vite en fait. Ouais. Cette espèce de personnage, pour ceux qui l'ont lu, qui est très dur, parce qu'il veut tuer ce loup, quoi. Ça devient un peu comme Moby Dick, Akab et Moby Dick, quoi. Et puis à la fin, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais disons que c'est vrai qu'il y a une formule poétique qui fait qu'on peut avoir de l'espoir peut-être sur les interactions des espèces. D'ailleurs là, je dois faire un petit reportage avec Arte, et on va aller voir un berger qui est sur le Taillefer et visiblement qui arrive à gérer ça, quoi. Donc c'est intéressant. À gérer la présence du loup dans les Oui, avec 1000 bêtes quand même. 1000 bêtes sur le Taillefer. Alors je vous ai parlé avec lui parce que c'est impressionnant. 1000 bêtes, ça fait quand même un sacré troupeau. Le Taillefer, pour ceux qui connaissent, il y a des forêts tout autour. C'est quand même infesté. Enfin infesté. Pour eux, ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Bon, si on en parle avec des amis qui sont pro-loup, bon, bref, il y a du loup et lui, là, il s'en sort, quoi. Et donc, mon histoire, c'est un peu. Alors, on m'a reproché, certains bergers m'ont reproché d'être pro les loups, et les plus radicaux pro-loup m'ont reproché d'être pour les bergers. Enfin, ce qui m'apporte C'était courageux en tout cas de prendre cette thématique à bras le corps. Ce qui m'apporte le plus, c'est mon voisin qui est un ancien berger, type qui a 75 ans, et il est venu me voir, il m'a dit, je crois que c'est le premier qui a acheté mon bouquin sur le loup. Ah ouais. Ah ouais. Là, et c'était un berger.
Un vieux berger, ouais. Et alors lui, il n'y a plus anti-loup, tu peux pas faire, quoi. Et il a acheté, c'est mon voisin qui a écrit sur le tout, je trouve que ça pouvait foutre le feu au village, ça, cette histoire-là. Et il est venu et il m'a dit, je l'ai acheté, c'est bien. Bon, la fin, ça serait mieux si le loup, si on lui avait mis si on s'y avait mis un plomb, mais bon, dans la mesure où c'est une histoire, c'est super. Et alors, le loup, vous le dessinez, donc, enfin, vous l'avez dessiné en tout cas dans cet album, mais dans vos peintures, il y a peut-être un petit peu moins d'animaux, cependant? Bah, je les dessine, c'est pas un sujet pour moi qui m'intéresse beaucoup en peinture, quoi. La peinture, c'est la matière, c'est un rapport des tons. Quand je fais des animaux, je préfère les faire en dessin, je vois pas ce que ça apporte de les peindre plus que ça. Et comme je les mets en plus dans une histoire, parce qu'en plus la nouvelle c'est que le loup va devenir un film. J'ai essayé, qui a été acheté par Pix pour faire un film, quoi. Et donc je dessine beaucoup d'animaux comme ça et je trouve qu'ils sont plus vivants dans une BD. D'accord. Parce qu'on les voit dans tous les sens, ils sont vivants, ils bougent et tout ça. C'est drôle parce que vous parlez justement d'animalité de la montagne à travers la peinture, mais les animaux plutôt en dessin tout de même. Oui, je pourrais imaginer en faire, mais là pour l'instant, il s'avère que j'ai fait cette BD Le Loup. Là, j'ai écrit une autre histoire qui va se passer sur le plateau du Vercors. Alors, ça va être un énorme bouquin, c'est 250 pages sur le plateau du Vercors, encore en montagne. Et là, il y aura des animaux aussi, il y aura de l'aventure, de l'amour et de la mort. Voilà, que de créativité, bravo. Merci beaucoup. Moi, j'ai un petit peu le tour de mes questions, mais peut-être que notre public aurait des choses à vous dire ou à vous demander. J'aimerais savoir, depuis cette chute à l'âge de 20 ans au collège, quel a été votre rapport avec l'artiste? On n'entend rien. Ah oui, avec la haute montagne, parce que malgré tout elle est froide, ça traduit quand même quelqu'un qui connaît bien la haute montagne. Oui, bah donc à 20 ans, j'ai refait une saison derrière, 2 saisons. Mais j'avais fait beaucoup, jusqu'à 20 ans, j'avais fait pratiquement tous les sommets de Loisan, sauf les plus durs, c'est-à-dire en fait les Vigira, les Utiles, la manière de non, la Dibona, j'avais fait, comment ça s'appelle, la cousine de maison, voilà. Il y a quelques, on avait la face nord du râteau, face nord de la Mèche, face nord d'Elfroide, face nord du, enfin il y avait une espèce de truc comme ça que tout le monde voulait faire. Bon, ça j'avais pas fait. Et puis j'ai arrêté pendant plus de 30 ans et je me suis remis à grimper avec mon copain guide, la Roche Joubert. On est remonté une fois, j'avais 60 ans je crois, on est remonté au Coolidge. Au Coolidge. Putain, j'étais pas bien du tout. J'ai dit oui, il faut s'y remettre. Et puis après, je m'y suis remis et j'ai refait la traversée de la Meige avec un cousin. Et puis là, la dernière fois, j'ai fait les Savoyards avec un guide d'Annecy, Christophe Dumaret. C'était un très bon moment. Et donc, je m'y suis remis, quoi. Après une interruption de 30 ans. Et là, je m'y remets. Effectivement, je m'entraîne à nouveau. Il y a quelques jours, j'ai grimpé avec Musato, un bon grimpeur là, donc voilà, je me suis remis avec plaisir. Oh, j'ai encore une bonne dizaine d'années. Ce qui m'étonne aussi, c'est la réflexion après votre accident, qu'on vous a un peu laissé tomber avec les camarades de corvée. Ouais, bah, ça a été. Bah, je pense que. Ouais, enfin, c'est comme ça. Je pense que vraiment, ils n'ont pas voulu voir le truc, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont du coup. Moi, par exemple, j'ai un de mes grands-pères qui n'est pas venu me voir parce qu'il voulait pas voir la gueule de son petit-fils. Voilà, c'est pas qu'il m'aimait pas, mais c'est que ça lui aurait fait trop. Voilà, donc il a attendu que ça cicatrise. Donc on peut pas juger les gens. Enfin, en tout cas, je me suis aperçu. Et puis c'était parti sur autre chose, comme je vous l'ai dit. Après, pour faire de la bande dessinée, il y a quand même de la concurrence. Et donc il faut quand même faire le truc à 100%, quoi. J'avais plus tellement le temps de m'entraîner. Ça aurait été. Voilà. Et là j'ai un peu plus de temps. Donc Et l'Himalaya vous intéresserait? Pas du tout. D'autres montagnes? Non, pas du tout. L'Himalaya, pas du tout. Non, là l'Himalaya c'est beaucoup trop haut pour moi. Et Chamonix, vous avez connu un petit peu ou pas? Alors Chamonix, non. J'ai fait que à côté de la Robuffeuille, c'est la Condamine, je crois. On voit que j'ai fait la Condamine. Et puis après, c'est des montagnes que je connaissais pas. Je crois que j'étais impressionné, quoi. J'étais impressionné par leur histoire, enfin, tout ça. J'étais pas de là, je ne sentais pas, quoi.
il aurait fallu les Joras, tout ça. Et d'ailleurs, je ne connaissais tellement pas que je connais vraiment pas le massif. Je ne peux pas vous dire où est la Verte, par exemple. Ah non, c'est pas chez du tout. Là. Je vois le Mont Blanc, oui, ça c'est à peu près clair. Après, je crois que les Drus, ça doit être là-bas, vers la gauche. Voilà, les Drus, c'est vers la Verte. Et ben, la Verte, on m'a dit après que c'est derrière, donc maintenant, mais c'est quand même assez, tout ça. Par contre, dans l'Oisan, je peux vous donner tout, je connais tout. Là. Et puis, il y a un côté plus intime dans l'Oisan. Ben, je regardais, là, c'est à vous que je parlais, non, c'est à je sais pas qui je parlais. Quand on arrive ici, le Mont Blanc, c'est un énorme truc compact qui monte comme ça, quoi. C'est moins analogue un peu. Chez nous, c'est pas du tout pareil, c'est complètement, c'est répandu, c'est qu'on a l'aile froide qui est là, on a les bancs qui sont là, enfin c'est sur une distance beaucoup plus grande, c'est deux massifs qui sont très différents, avec des grandes vallées profondes chez nous, avec des marges d'approche terribles, ce qui nous enlève un peu de clientèle d'ailleurs, parce que là, hop, c'est direct. Et ouais, non, c'est magnifique, hein, je regardais ça en arrivant là. Vous pourriez peindre le Mont Blanc alors? Ah oui, je pourrais peindre, ouais. C'est sûr que il est impressionnant. Ce qui est impressionnant ici, c'est la puissance de la glace, quoi. C'est ces séracs, cette espèce de rocher glace en fait. Nous on avait ça à la Pilate, hein, le glacier de la Pilate, mais il a bien fondu, il est beaucoup moins puissant qu'il était. On voit d'année en année, je vois les séracs qui refluent. De l'autre côté, il y a la face nord. Avant de faire le Mont Blanc, je ferai la face nord des écrins pour m'entraîner un peu. Merci. Moi, je voudrais bien dire, je retire mon masque. Oui, je vous en prie. C'est pas que j'ai des questions, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé de ce que vous avez dit. D'abord, évidemment, Fautrier, il y a eu une exposition magnifique à Paris il y a 2 ans. J'ai adoré Fautrier. Vous avez parlé de Soutine, je dirais tout ça me parle. Bon, je fais de la sculpture et ce qui m'a intéressé, c'est plus qu'intéressé, c'est que en sculpture, quand on a, on fait de la sculpture aussi, quand on a un bloc de pierre, eh bien, c'est vrai que la pierre, quelle que soit la pierre, elle a sa propre logique, elle a sa propre vie. Elle peut encaisser des choses pendant longtemps, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça éclate. Et ce que je voulais dire, c'est que on a un projet, on peut avoir un projet de vie, on a un projet de sculpture, et on commence à suivre sa route, son chemin, et puis ça explose. Parce que, il y a plein de parce que. Et en effet, à partir du moment où ça a explosé, la vraie question de la création se pose. Que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le projet artistique. Et à ce moment-là, on est bien obligé de sortir d'un projet qui était peut-être intellectualisé pour être dans la vie et se mettre à respecter la logique de la matière. Et voilà, je voulais vous remercier parce que tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Merci, c'était parfait. Vous avez mieux dit que je pense. Non, c'est ce que ça m'évoque. Oui, c'est parfait. Ouais. C'est exactement ça. En peinture, elle explose d'une autre manière, mais pareil, à un moment, elle nous échappe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. Hein? C'est ce que vous avez dit aussi. Ouais. On n'avait jamais eu l'occasion de grimper avec Michel Guérin, qui dans les années 70-75, il était avec D'Artagnan, Audacier, à la Carrière, sous Grenoble. Non, peut-être, il est en photo. Ah oui, c'est peut-être croisé, quel âge il aurait maintenant? Il est né en 50. 68 51, 52. Ah ouais, bah là on s'est croisés, sûr. Ah mais c'est sûr, oui. Bah, il avait une librairie à Briançon qui s'appelait Les Feux de l'Armoire. Ouais, non, mais surtout sur Grenoble, parce que c'est à cette époque-là, D'Artagnan, Zartarian, il y a un nominé qui est mort un peu avant, mais tout le monde s'est croisé là. Sauf que moi j'ai 5 ans, 50 différences, 51 et 56, à ces âges-là, il y en a un qui est un petit merdeux et l'autre qui commence à bien marcher. Donc c'est à mon avis, je les ai regardés comme ça un peu, parce que D'Artagnan c'était
par exemple, on avait un respect complet. D'ailleurs, je crois que c'est un des types qui a ouvert un des premiers sets Vartagnan. Faut toujours se méfier d'un 6 pour les grimpeurs. D'un 6 Vartagnan, allez-y mollo parce que ça peut être très surprenant. Non, d'accord, il grimpait là-bas. Alors, C'est celui qui a créé cette maison d'édition. oui, bien sûr, oui, non, bien sûr. Mais comme vous montiez, je ne savais pas de qui vous parliez là. J'étais surpris que ce soit sur Grenoble, surtout. Guérin. Ah si, il est grenoblois. Ah, il est grenoblois, Ouais, d'accord, il ok. a fait toutes ses études à Grenoble. D'accord, ok. Et donc sur la photo, il est devant les documents pour faire les conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Qui est un grenoblois aussi, Aussi. clairement. Ah ouais, c'est super ça. Lionel Terray, je l'ai relu d'ailleurs à l'époque, puis je l'ai relu dans votre collection là. C'est merveilleux ce livre. Eux, c'est Terray, Lachenal, Laurent Buffat, tout ça, c'est ceux qui. Enfin, pour ma génération, c'est ceux qui nous ont amenés à l'alpinisme, clairement. Vous allez être heureux cet automne parce qu'on va ressortir Rappel, c'est-à-dire le vrai nom des carnets du vertige de Lachenal. Ah d'accord. Vraiment pleinement la parole de Lachenal, donc vous allez avoir ça cet automne, comme vous tous d'ailleurs. Notez-le dans vos tablettes. La vraie voix de Lachenal nous revient cet automne. Madame. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de votre travail de l'huile avec un travail de la matière, et vous avez parlé aussi du parallèle avec le fait d'aller en montagne et de toucher la matière de la montagne. Est-ce que vous êtes déjà demandé à quoi aurait ressemblé votre art si vous n'aviez pas connu ce contact de la montagne et juste si vous l'aviez vue sans aller la toucher? Si vous n'avez pas été grimpeur en fait. Elle aurait été plus légère, plus transparente, plus lumineuse. En fait. Il y a des peintres comme ça qu'on sent qui. Moi, d'abord, j'ai un plaisir à la matière. Je pense que, comme je vous disais, la montagne, quand on est loin d'elle, quand on la regarde, c'est un bloc de lumière. Quand on est dedans, c'est autre chose. C'est indéniablement des chemins qui commencent à apparaître, des points de faiblesse. Et ça, les gens qui la regardent comme ça, je pense qu'ils ont une vision esthétique moins matérialiste peut-être. Un peu comme les romantiques. Oui, voilà, un peu comme Gaspard Friedrich là, oui, qui font des peintures un peu comme ça, plus évanescentes, de montagne. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à être dedans, quoi. Peut-être qu'avec l'âge, peut-être que je vais l'alléger la peinture. Quoique en aquarelle, elle est légère quand même, donc c'est vraiment, là je parle en particulier de l'huile. Et c'est plus dû à votre contact avec la matière ou à votre historique de votre accident qui marque votre art? Je pense qu'on est résultant de sa vie, donc je peux pas dissocier, je serais pas le même si j'avais pas eu ça, donc mais moi j'aime beaucoup les accidents de matière, comme disait madame, comme ça. Mont Blanc est beau parce que c'est une multitude de chaos, d'accidents qui fait cette forme-là parfaite, sauf qu'il n'y a pas de faute de goût dans une montagne. Chez nous, de temps en temps, on est humain, trop humain, donc par moment, c'est moins facile. Juste une petite question en lien avec le travail de peinture. Vous avez un travail de peinture qui est très fort, qui parle aussi d'accidents, etc. Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler à l'encre? En fait, votre travail de graphiste aussi est très, très puissant avec l'encre. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des... Ah oui, à l'encre, j'ai fait... non, mais j'ai fait des images sur la traversée de la Meije. J'aime beaucoup la vie. En fait, si je devais me dire quel est le truc où je me sens le plus à l'aise, c'est dans la vie et l'angle de Chine, quoi. C'est d'ailleurs les Chinois qui sont parmi les plus grands peintres, ils ont arrêté la couleur, ils ont arrêté, ils ne travaillent que sur la puissance du trait et même la montagne pourrait être très très belle comme ça, quoi. C'est vrai que ce que vous dites, c'est le... Et moi par exemple, je fais des storyboards que je montre de temps en temps qui sont ultra explosifs, quoi, qui sont faits que comme ça en fait. Mais je peux pas publier un tel livre. Faudrait peut-être, mais ça sera un livre d'art, pur livre d'art, quoi. Et donc après ça, là par exemple j'ai écrit mon dernier livre, 250 pages, donc il est tout fait déjà. Il est storyboardé, écrit, mis en forme. Et maintenant il va falloir que je dessine 250 pages. Et là je suis devant
D'accord, ok, il va falloir le faire. Ouais, c'est parce que je l'ai en tête, moi je sais. Donc là, il faut le faire. Donc il va falloir que les personnages soient ressemblants. Tout le problème de la bande dessinée, c'est que si vous prenez une héroïne, il va falloir qu'elle soit ressemblante sur tous les axes. Et tout ça, c'est relativement, comment on peut dire, c'est un peu pénible à faire, quoi. Et le dessin animé, c'est bien pire, parce que là, et tout ça sans perdre l'énergie, parce que il faut garder cette espèce de vitalité dans un dessin qui est plus besogneux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais autrement, de fait, ce que je préfère, c'est pratiquement mon storyboard. Là. Ça ferait un très bel objet. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être l'idée un jour de le publier. Ça. Quelle couleur vous utiliseriez pour peindre une cascade de glace à côté d'un lac, d'un ciel et d'un névé par exemple? Ouais, bah, je mettrais du bleu quand même, pas mal de bleu là-dedans. Hein. Du bleu, du gris, du blanc. Et puis il faut faire des... Oui, ça serait un très beau camailleux de blanc, de bleu. Ça serait très beau, c'est un très beau sujet, quoi. Il y a un peintre qui s'appelle Oudry qui avait fait un canard blanc sur un derrière avec un drap, il y avait un drap blanc et devant lui il y avait ce qui s'est posé avec des porcelaines blanches, tout ça. Ça date du 18e. Et c'est un chef-d'œuvre qu'il a fait, canard blanc et le nacré Non, ça serait un peu sur le même sujet. Si on me demandait ça, je lui dirais, bah, dis donc, c'est pas facile. J'en profite peut-être pour dire qu'au cours des rencontres littéraires du mois de septembre, elles vont ouvrir au Cinéma Vox le vendredi 11 à 20h par un concert dessiné où Jean-Marc Rochette va du coup produire en direct des dessins. Donc si vous avez envie de voir l'artiste... Et ça sera sûrement avec la technique dont parlait le monsieur. Ça sera vraiment de l'angle de Chine et des lavis sur des grands formats. Vous en aurez la possibilité au mois de septembre. Bien. Alors, il est peut-être temps d'aller prendre notre petit pot de l'amitié côté boutique et puis éventuellement aussi de demander une dédicace côté Jean-Marc Rochette et peut-être à vous. Si vous avez d'autres questions, justement, ça peut aussi être un moment. Avant quand même qu'on se sépare, donc, la chose importante à dire, évidemment, c'est que les rencontres littéraires de la FACIM auront lieu donc le 11 et le 12 septembre, le vendredi 11 et le samedi toute la journée. Et alors le samedi toute la journée, on vous invite, on vous donne rendez-vous au hameau des Pras, au départ du télécabine de la Flégère, pour monter en altitude et vivre la traditionnelle promenade littéraire, où vous retrouverez Jean-Marc qui se promènera avec nous mais qui ne lira point, mais les autres invités, notamment un grand auteur de montagne qui ne sera pas présent physiquement mais que nous entendrons, c'est Paolo Cognetti, qui ne se déplace pas d'Italie depuis plusieurs mois mais qui nous offre un extrait de lecture des 8 montagnes et que l'on va diffuser dans la montagne. Il y aura également Emmanuel Pirer qui est une des invités de ces rencontres. Il y aura Aliona Glukova qui est une jeune autrice que nous avons accueillie en résidence d'écriture ce printemps. Et puis nous aurons Jean-Baptiste Andrea dont le dernier livre il a fait Marraine et... Il a fait Marraine. Quelque chose avec millions d'années. Voilà, exactement. 100 millions d'années 100 millions d'années un jour, l'histoire d'un paléontologue qui est à la recherche d'un dinosaure qui serait pris dans les glaces dans les montagnes italiennes. Voilà. Nastasia Martin ne sera pas là finalement. Et alors, voilà, Nastasia Martin qui nous avait donné son accord, finalement repart certainement en Russie, au Kamtchatka, donc on n'aura pas le bonheur de l'avoir avec nous, bien que je vous conseille vivement la lecture de son texte Croix au fauve, qui est incroyable.
aura bien d'autres auteurs. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc,